Place à l'actu décalée du jour, alors qu'ici en studio, eh bien, il fait une chaleur torride, des effets peut-être de l'urgence climatique, enfin l'une des manifestations de l'urgence climatique peut-être, n'exagérons rien évidemment. Il s'agit d'une coupure, une énième coupure d'électricité sur Golodjigbe environ d'où nous émettons. Évidemment, notre groupe électrogène de relève fait son job, sauf que oui, en de pareilles circonstances, il faut limiter eh bien, le nombre, enfin l'emploi. Donc, notre climatisation qui n'est pas en état de marche, pour cette raison, du coup, vous remarquerez à l'antenne, voilà, de la sueur au visage, peut-être au niveau de la chemise. Merci de ne pas trop en tenir rigueur. La personne qui parle, elle est assez belle. Oui. C'est une belle personne. C'est de mieux garçon. De mieux garçon. Quand vous enlevez tout ça, ça va normalement. Normalement, ça passe. Oui, mais en pareil, c'est comme ça, on voit si vous êtes beau ou pas. Voilà, voilà. Bon, j'ai aussi mon opinion là-dessus. Gardez-la, gardez-la, votre ce qu'on subit ce matin, c'est énorme. Ouais, c'est pas évident. J'ai comme l'impression que les Chinois sont en train de venir prendre du courant au Bénin pour aller revendre dans leur pays, apparemment, parce que on en vend moins cher qu'eux. Dites-moi de bêtises, Laurent. Non, plus sérieusement, oui. La SB2 doit pouvoir comprendre qu'il faut nous garantir quand même au minimum l'énergie électrique, parce qu'on nous a dit que tout est réglé. Et quand tout est réglé, on ne subit pas. Surtout que quand c'est une chaîne de télévision dans la zone, on prend ses dispositions. Bon, quoique, même si c'est pas... Allez, l'urgence du jour, elle est celle climatique. Laurent, Roland, Tony Kess, je le disais à l'entame de l'émission, vous avez sûrement déjà entendu parler de la Journée mondiale de l'environnement, de la Journée du climat, des célébrations justement qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement et par ricochet du climat. Mais avez-vous déjà entendu parler de la Journée de l'activiste climat? Sinon, eh bien, on vous dit tout là-dessus sur Matin d'Éden de ce jour dans l'actu décalé. Et pour en parler, ni plus ni moins que son initiateur, j'ai nommé Tabaraka Bio Bangana. C'est un nom plutôt fort. Bonjour, monsieur Tabaraka Bio. Bonjour, monsieur Ahmed. Oui, c'est bien ça. Oui, très bien. Attention à la lettre N. Très bien, Bio Bangana. C'est ça. C'est un nom qui vient du nord, donc c'est normal. Vous êtes proche de l'honorable Gilbert Bangana? Non, pas vraiment. Ok. Oui. Monsieur Bio Bangana, vous êtes donc là, on saura comment parler de politique, quoi, sur le plateau. Vous êtes, eh bien, ainsi que je le disais, depuis l'entame de cette émission, activiste climat, initiateur de la journée de l'activiste climat. Vous êtes géographe, consultant. Vous êtes justement jeune représentant du Bénin à la COP 28 et j'en passe. L'urgence climatique, donc, quel rôle pour la jeunesse? C'est le thème de notre entretien de ce matin. La première question coule de source. Qu'entendons-nous par l'urgence climatique? Alors, merci beaucoup. L'urgence climatique aujourd'hui, on n'a même pas besoin de définir ça. On peut le voir déjà à travers les effets néfastes du changement climatique que nous subissons. Si nous prenons déjà le sud Bénin, on a déjà les cas d'inondation que nous subissons à chaque saison de pluie, par exemple, qui constitue déjà une urgence climatique parce qu'il y a variation saisonnière et on obtient souvent la quantité de pluie qu'on n'a pas l'habitude d'obtenir. Et surtout, on n'est pas bien équipé aussi en termes infrastructurels pour pouvoir faire face à cela. Et lorsque vous prenez le nord Bénin, on assiste par exemple à plus de sécheresse, l'absence de pluie par exemple. J'étais à Kandi récemment dans le cadre d'une tournée pour faire des sensibilisations environnementales. Carrément, les agriculteurs étaient déjà prêts, mais il n'y a pas de pluie. Tout le monde était prêt, ils ont arrangé les champs, mais on n'a pas de pluie. Donc, pas de plantation. Et on sait que c'est le nord Bénin qui nourrit en termes de céréales le Bénin tout entier. Donc, on fait du maïs au sud aussi, je suis dans là, on fait du maïs en quantité. On fait une introduction à la culture. On fait du maïs, du manioc dans le plateau en quantité. Dans le foufou également. Mais il faut comprendre que... Non, c'est juste pour vous dire que c'est pas que le nord qui nourrit les en termes de production, je parlais de quantité. Exactement. En termes de production. Et donc ça freine cela. Au-delà de ça, il y a
des pluies torrentielles, j'ai vécu ça là, où il y avait de fortes pluies qui déjà... il y a un déséquilibre. Exactement, qui déjà détruit les cultures. Et là, les agriculteurs n'arrivent plus à sécuriser leur investissement. Un agriculteur, la plupart vivent de l'agriculture. Et donc, s'il a un petit sou qu'il investit dedans, il y a possibilité que les fortes pluies puissent déjà gâter ce champ-là, ce qui ne lui permet pas à la fin d'obtenir ce qu'il veut. Donc, il y a beaucoup d'autres dégâts qui concernent, par exemple, des écoles. Nous avons, avant d'aller à la COP28, par exemple, on a fait un tour à Dassazoumé où les inondations ont carrément stoppé les cours. Les enfants ne pouvaient plus aller au cours parce que les inondations ont carrément stoppé. Ça a ramassé pratiquement les champs et tout. Donc aujourd'hui, la question elle est mondiale. Que ce soit ici, au Bénin, les pays développés, on a tous un problème d'urgence climatique. À Dubaï, récemment, on a vu ça. Dubaï a été inondé par de fortes pluies. Ça continue toujours. C'est eux qui ont provoqué aussi en partie. En partie, oui. En partie, parce que les Émirats arabes unis font partie des pays pétroliers. Donc, ils font partie également de ces pays-là qui polluent normalement. Lorsque nous prenons par exemple l'Italie la semaine dernière, la Chine, beaucoup de pays subissent les inondations chaque jour. Donc l'urgence, ce n'est pas qu'au Bénin, c'est au niveau mondial. Et c'est pour ça que souvent on a par exemple la COP par exemple qui permet aux pays de se mettre ensemble pour réunir les efforts en termes d'ambition climatique pour pouvoir faire face à cela. Parce que le problème est global. Lorsqu'on pollue au Bénin, ça pollue de manière générale, l'atmosphère n'a pas de frontières. Ne pollue pas. Oui, le bonnet produit à son échelle. La question, parce que peu. À son échelle, parce que quand on parle de pollution de l'environnement, dégradation de la nature et tout ça, alors la couche d'ozone qui est détruite, on pense à l'industrialisation et on pense donc aux pays développés, du coup. Je disais, ne fait pas encore 2 ans. Dans quelle proportion est-ce que le Bénin contribue concrètement Très faiblement, parce que l'Afrique, de manière générale, produit autour de 3, et quelques %. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que, si nous prenons par exemple, l'Afrique, de manière générale, on ne produit que 3, et quelques %. Contrairement aux autres pays, nous avons les États-Unis, la Chine, la Russie, qui font partie des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, mais le problème, c'est que nous sommes le pays qui subisse le plus, le continent autant pour moi, qui subisse le plus les impacts du changement climatique. Pourquoi? Parce que notre situation géographique d'abord. Et de manière générale, je vais dire le statut aussi. On a un continent pratiquement en voie de développement, je vais le dire ainsi. Donc, d'abord, on manque de moyens et on manque également de technologies pour faire face à ces effets-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les négociations au niveau international permettent d'avancer à petits pas et de permettre aux pays de négocier, par exemple, des technologies pour pouvoir s'adapter. Parce qu'au-delà d'avoir des moyens, aussi, il faut avoir de la technologie à un certain moment pour pouvoir s'adapter. On négocie également les financements. Aujourd'hui, il y a les cas on parle de finances durables, on parle de finances climat et tout, pour amener les pays développés, les pays pollués à pouvoir payer ces pays-là qui n'ont pas vraiment contribué au changement climatique pour qu'ils puissent s'adapter. Et de manière résumée, l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus vulnérable parce que on n'a pas, non seulement on n'a pas contribué, on n'a pas les moyens de nous adapter, et c'est nous qui subissons le plus d'effets. Et en plus, on prend de l'argent pour permettre aux autres de continuer à polluer. Exactement. Ce n'est pas une manière finalement d'encourager la chose. Parmi les pollueurs-payeurs, il y a un champion, non pas champion d'ailleurs, il y a les États-Unis où Donald Trump considère que c'est comme de l'arnaque du siècle, et donc par conséquent, il ne croit pas comme Bolsonaro au Brésil. Est-ce qu'aujourd'hui, quand, je suppose, s'il prenait le pouvoir, est-ce qu'on a encore espoir à ce que ce pays continue d'être pollueur-payeur? Alors, de manière générale, les accords qui unissent les pays, on va dire que ça a commencé depuis 1992 avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et après l'adoption de la Convention, il faut des protocoles ou des accords pour faire fonctionner ça. Donc, on a eu Kyoto, où les États-Unis ne font pas partie. Les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, ce qui, naturellement, n'a pas fait avancer ce protocole-là, par exemple, pour que les pays développés puissent réduire leurs émissions de 5% par rapport au niveau de 90. Après, les pays se sont dit, il faut avancer, parce que Kyoto n'était pas juridiquement contraignant. Il faut aller trouver un accord et tout. Et finalement, en 2015, on a pu signer l'accord de Paris, où les États-Unis, la plupart des pays sont là, parce que l'accord de Paris, c'est 197 pays et partis.
Donc, où il y a l'Union européenne également qui a ratifié cela. Donc aujourd'hui, tout le monde est pratiquement contraint. Parce que l'accord de Paris, l'élément de base, c'est la contribution déterminée au niveau national. Chaque pays doit rédiger sa contribution déterminée et dire, voilà les secteurs dans lesquels je pollue le plus. Moi, je prends l'engagement de faire dans mon propre pays les efforts pour réduire ces émissions de tel pourcent d'ici telle durée. Et chaque année, on voit les efforts de chaque pays. Par exemple, l'année passée, on a fait ce qu'on appelle le Global Stocktake. On a fait le bilan de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur ces 5 ans pour voir est-ce que les choses ont évolué. Parce qu'au-delà de dire oui, je vais le faire, les pays continuent toujours d'investir dans des industries fossiles. Oui. Et c'est ce que nous, en tant qu'activistes, on n'accepte pas. Parce que si on va à des conférences internationales, on dit il faut lutter contre le climat, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut vraiment des actions concrètes. Il faut vraiment cesser d'investir dans des domaines fossiles. Qu'aujourd'hui, on peut arriver à arrêter les industries fossiles parce que vous savez, en venant ici, vous avez quand même pas pris une moto électrique. Moi, j'en ai pris ce matin, mais vous, je suppose que vous avez pris une moto qui a pris de l'essence. Vous savez que l'essence, le produit pétrolier traverse maintenant tout le Bénin. Tout ça, c'est des effets. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en termes de retombées pour les pays, c'est facile pour les pays de tourner dos à cette industrialisation de pollution? Non, la base, ce n'est pas de lâcher, se dire aujourd'hui, voilà, tout le monde laisse l'utilisation des énergies fossiles. C'est d'aller progressivement. C'est pour ça que l'année passée, on a obtenu, dans le cadre du consensus des Émirats arabes unis, un accord qui dit au pays qu'il doit sortir progressivement des énergies fossiles et doubler l'efficacité énergétique et également doubler le financement des énergies renouvelables. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des innovations telles que les motos électriques, les voitures électriques. Nous voulons aller progressivement. Vous ne voyez pas qu'à ce niveau, si vous permettez, Ahmed, à ce niveau, il n'y a pas un contraste parce que vous vous imaginez, on dit pas d'industrie fossile, pas de carburant pétrole parce que ça détruit l'environnement. On parle d'énergie solaire, on parle de motos électriques, c'est des batteries. Quand on finit de les utiliser, on les jette dans la nature encore. Naturellement, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui continuent toujours parce que l'objectif, c'est de trouver la solution qui est la moins polluante. On ne peut pas vraiment dire aujourd'hui qu'on peut aller vers l'émission zéro. C'est pratiquement impossible. C'est possible, on peut être optimiste, mais c'est pratiquement impossible. La solution, c'est qu'est-ce qui pollue le moins actuellement. Et on adopte cela en essayant de trouver plus de solutions. Parce qu'il y a toujours ce débat-là, même lorsque nous parlons des énergies, des alternatives, des énergies renouvelables, ça utilise les ressources lumière. On se demande, ces ressources-là sont épuisables. Donc il y a toujours des recherches qui continuent et tout. On veut aller vraiment vers des alternatives qui polluent moins et qui va permettre à la nature de pouvoir vraiment régulariser son niveau qu'il faut pour l'humain. Pour protéger l'écosystème. Exactement. D'accord. En parlant justement de l'écosystème, dégradation de la nature, destruction de la couche d'ozone, l'effet de serre, en termes d'actions concrètes dans notre quotidien, quels sont ces gestes que nous posons et qui concourent justement à produire l'effet de serre ou à dégrader la nature? En termes d'action, il y a beaucoup d'actions. Pour la plupart des pays, c'est le secteur de l'énergie. Et dans la nomenclature de la Convention, le transport est inclus dans le secteur de l'énergie. Ça veut dire que déjà, le fait de rouler à titre individuel, par exemple, nos motos, nos voitures et tout ça, là, ça pollue, ça dégage du CO2 naturellement. Il y a le secteur aérien également, l'aviation civile, l'aviation tout simplement, pollue également, dégage énormément de CO2. Nous avons l'industrialisation parce que c'est pratiquement l'utilisation des énergies fossiles qui sont à la base. Mais aujourd'hui, il y a d'autres types d'émissions également, comme le méthane. Lorsque nous prenons le secteur de l'agriculture aussi, ça fait partie, dégage énormément du méthane à travers les engrais chimiques que nous utilisons à travers la fermentation. Nous avons également le secteur du déchet, parce que la gestion des déchets cause un problème énorme aujourd'hui. Parce que la fermentation des déchets peut causer énormément des émissions de méthane. Au-delà de ça, nous avons le transport portuaire qui également pollue aujourd'hui à travers les navires, les échanges commerciaux et tout. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui la promotion du consommation local pour qu'on puisse vraiment consommer ce qui se produit sur place pour éviter plus la pollution à travers l'acheminement des matières premières et tout. Donc, autant on va dire, de comportements ou d'actions que nous posons au quotidien qui, eh bien, malheureusement,
endommage notre écosystème. Parlons eh bien, des outils et des moyens d'action pour que les jeunes puissent justement faire face à cette urgence climatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils et de moyens d'action, notamment, je vais commencer par ce qui est le plus accessible, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut créer une communauté qu'on engage et qu'on éduque petit à petit parce que pratiquement tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Donc, on peut avoir une communauté qu'on éduque à travers des petites vidéos, des petits tests, des affiches ou des photos qui appellent quand même à l'action. Au-delà de ça, nous avons aujourd'hui des ONG, des associations, je vais parler de la partie civile tout simplement, pour généraliser ça, où les jeunes peuvent quand même s'engager et travailler sur des initiatives durables et travailler à vraiment développer des projets à impact communautaire qui contribuent à la protection de l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent, en tant que jeunes, de nous engager. On peut participer à des conférences, on peut participer à des initiatives même locales, où tout simplement, on peut décider en son sein de changer quelques-unes de ces mauvaises habitudes, par exemple. Ça permet déjà, c'est déjà, parce que l'action commence par nous-mêmes. On va faire au niveau individuel déjà. Exactement, au niveau individuel, ça commence déjà par là. Est-ce que si j'avais l'habitude d'utiliser, par exemple, 10 sachets plastiques par jour dans mon quotidien, je peux décider de réduire ça à 5, 4, 6. C'est déjà une action, parce que là, ça réduit la quantité de déchets ou ça réduit mon impact et tout. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, beaucoup d'alternatives. On peut, par exemple, en tant que jeune, si on ne veut pas tout simplement faire du bénévolat, on peut créer des entreprises sociales, on peut innover et voilà, faire profiter cela à la communauté, faire profiter cela à la société parce que c'est elle qui en subit le plus. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, M. Tabaraka Bio-Bongana, que les jeunes, justement, ont eh bien, conscience de cette urgence climatique et qu'ils s'y intéressent? Oui, on peut dire que la tendance a commencé aujourd'hui. Les gens ont commencé par prendre conscience de leur rôle vraiment dans la crise climatique. Parce que au-delà de parler de la crise de manière générale, la crise climatique, c'est également une crise des droits des enfants et des jeunes. Parce que celui qui est né en 1950 et celui qui est né en 2000, ils n'auront pas subi les mêmes effets des changements climatiques. Donc, il y a vraiment un décalage au niveau des droits. Parce que tout a été modifié par le climat. Et nous, les jeunes, aujourd'hui, on doit pouvoir s'impliquer. Puisque nous sommes la relève, nous sommes d'ici, je vais dire 10 ans, 20 ans, les décideurs. Et si on a conscience du problème, on saura comment vraiment défendre ça, comment prendre ça à cœur ou à bras le corps pour vraiment impacter. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui rejoignent les associations, les ONG et tout, pour vraiment pouvoir contribuer efficacement en termes d'actions concrètes, parce que c'est eux qui vivent ça, ils doivent pouvoir en parler et tout. Donc, nous, par exemple, on militait vraiment pour les questions d'implication des jeunes, parce que personne ne peut raconter mon problème plus que moi-même. Lorsque les jeunes sont impliqués, ils peuvent vraiment mieux raconter leurs problèmes. Mais on sait que cela n'est toujours pas suffisant actuellement et il faut vraiment aller vers des renforcements de capacité, vers des professionnalisations. Parce que moi, mon objectif en tant qu'activiste, ce n'est pas tout simplement crier, dénoncer à tout moment, mais il faut se professionnaliser et pouvoir apporter également de la solution pour son pays. D'accord. La question des emplois verts, on en parle? Les emplois verts aujourd'hui, on peut dire que c'est l'avenir parce que au-delà de contribuer à protéger l'environnement, c'est aussi la nouvelle tendance. Aujourd'hui, si vous prenez les pays développés, il y a la question de la responsabilité sociétale des entreprises qui est en jeu, qui crée aujourd'hui des milliers d'emplois. Aujourd'hui, il y en a d'entreprises au Bénin qui peuvent facilement s'adonner à ça? On va dire qu'on est en train d'aller étape par étape. Les pays en voie de développement n'ont pas vraiment encore adopté ça, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore contraintes à vraiment exploiter ce côté-là. Parce que lorsque nous prenons la crise climatique de manière générale, c'est une question je vais dire, les gens qui polluent le plus, c'est le secteur privé parce que l'entrepreneuriat est un peu plus entre les mains du secteur privé. Donc, les impliquer permet également de réduire beaucoup de choses. Lorsque vous prenez dans d'autres pays aujourd'hui, il y a des réglementations où
chaque année, chaque entreprise doit faire son bilan carbone pour voir en termes d'émissions de gaz à effet de serre provenant de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise a émis et quelles sont les actions que l'entreprise a mises en place au cours de l'année pour pouvoir compenser ces émissions-là. Donc, il y a ça qui aujourd'hui devient une tendance. Au-delà de ça, nous avons le secteur des énergies renouvelables, le secteur de la fabrication, par exemple, des charbons écologiques, le secteur des énergies solaires et des innovations qui sont en train de remonter, comme les foyers améliorés, les foyers écologiques qui permettent aux bonnes dames de quitter l'utilisation, par exemple, du bois de chauffe, du charbon conventionnel et tout, et d'aller vers du charbon écologique, de réduire leur quantité, la quantité du charbon qu'ils ont l'habitude d'utiliser au quotidien pour pouvoir préserver nos forêts et nous aider vraiment à réduire je vais dire, le taux de déforestation que nous obtenons chaque année. D'accord. Puisqu'on parle justement de l'urgence climatique et du rôle de la jeunesse face à la dite urgence, oui, alors il y a cette phrase que j'aime bien, que je vais paraphraser, enfin, ce n'est pas une citation en tant que telle, mais que je me permets de paraphraser, qui vient faire allusion au fait que justement il s'agit de penser à quelle terre est-ce qu'on lègue à la génération future. Aux générations futures, qui parlent du futur, parlent des jeunes, parlent de la formation, de l'éducation, justement. Il convient de faire un arrêt sur ça. Ok, la formation et l'éducation aujourd'hui, elle est importante parce qu'un peuple bien éduqué est capable vraiment de... On n'a plus besoin de courir derrière lui. C'est ça. Si la génération est bien éduquée, on ne court plus derrière lui. Elle fait les actions toutes seules et tout. Et la sensibilisation aujourd'hui est au cœur de la plupart de nos actions. La sensibilisation et la formation. Parce que si nous sommes bien outillés, nous pouvons agir comme il le faut, comme il se faut dans nos communautés. C'est pour ça que dans les initiatives post-COP que nous avons initiées, on a pu faire des sensibilisations au niveau des enfants parce que pour nous, lorsque les enfants sont recadrés sur la bonne voie, c'est toute une génération qui est sauvée, qui est récupérée dans ce sens-là et tout. On a fait des initiatives avec les enfants au niveau d'une école primaire à Hevier, par exemple. On a impliqué également les personnes handicapées, en situation de handicap, parce qu'ils font partie des personnes les plus vulnérables. On a fait des séances de sensibilisation pour les montrer un peu et tout, parce qu'il faut développer également des solutions adaptées à ces personnes-là. S'il y a inondation, par exemple, dans la maison tout à l'heure, nous, des personnes mobiles, on peut tout simplement fuir rapidement. Mais ce n'est pas le cas pour les personnes. Ce n'est pas le cas pour les personnes handicapées. Donc, il faut également qu'on les implique, et notamment lorsqu'on rédige des politiques, que ces personnes-là puissent s'exprimer et tout, et pouvoir vraiment donner leur point de vue pour qu'ils soient vraiment inclus dans les politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile ces actions de sensibilisation, de formation et d'éducation, surtout que quand il faut le faire, c'est une question de moyens. Et le plus souvent, les gouvernements ne sont pas souvent... en tout cas partenaires de ces initiatives, c'est seulement les organisations internationales. La question justement de l'engagement des pouvoirs publics, la question justement des politiques publiques. Pour la plupart, on va dire que ce n'est pas facile de mobiliser le financement et nous, on travaille plus... Il y a le financement participatif, c'est de lui. Il y a les méthodes de crowdfunding qu'on utilise souvent et tout. Qui n'ont pas forcément cours sous Oui, parce que les gens, comme on le dit, même des entreprises devraient pouvoir soutenir ces initiatives-là, mais comme ce n'est pas souvent inclus dans leur RSE, on n'obtient pas forcément de soutien. C'est pour ça, pour la plupart des initiatives, nous le faisons avec nos propres moyens, à l'échelle que nous pouvons. Avec notre réseau, si par exemple j'ai besoin de mobiliser des élèves, je cherche peut-être une école dont je connais peut-être un enseignant et tout, qui peut me faciliter l'accès et qui peut me rendre disponible les élèves pour une séance de sensibilisation et tout. Donc on ne compte pas forcément sur le pouvoir public pour agir, parce qu'on se dit c'est pas forcément évident à tout moment. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a un peu d'accompagnement sur certains programmes, par exemple l'inclusion des jeunes sur les questions de négociation climatique. Moi, je fais partie du programme des jeunes délégués du Bénin à la COP28. C'est un concours national que le ministère a organisé en collaboration avec l'UNICEF, dont j'étais lauréat. Donc ça m'a permis quand même de découvrir d'autres aspects en termes de diplomatie climatique et tout. D'accord. Intéressant tout ceci. À l'échelle internationale, la contribution des jeunes, il convient d'en parler. Et il y a un nom, évidemment, quand on parle des jeunes dans ce combat pour le climat. Oui, il y a
au niveau de la Convention, il y a Yungo, qui est la circonscription des jeunes auprès de la Convention, qui également mène des actions de plaidoirie, un peu de campagne de pétition et tout, pour que les jeunes soient quand même inclus. On était même à Kétou la semaine dernière, du 25 au 27 juillet récemment, pour faire la conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques. Je fais partie de l'équipe d'organisation où nous avons donné quelques notions, fait des ateliers, des panels et des activités avec plus de 100 jeunes sur les questions de climat et tout, et pouvoir rédiger la déclaration des jeunes béninoises sur les changements climatiques en prélude à la COP28 qui sera transmise à la COI au niveau de Azerbaïdjan. D'accord. Est-ce qu'on a une Greta Thunberg béninoise? Est-ce qu'on en a une Greta Thunberg béninoise? Est-ce qu'on en a une Greta Thunberg béninoise? Oui, il y en a plein. Hein. Comme on le dit souvent, si Greta a percé, c'est parce qu'on l'a porté haut ici. Sinon, il y a beaucoup d'actions. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent, moi-même j'y travaille. Donc, et vous-même, justement, en êtes un exemple. D'ailleurs, on va finir là-dessus, hein, parce que là, on a vraiment fini. La journée de l'activiste climat, c'est une initiative qu'on vous doit. De quoi est-ce qu'il en retourne concrètement en quelques... De manière générale, la journée veut se positionner comme une plateforme qui permet aux jeunes de comprendre vraiment tout ce qui se passe au niveau de diplomatie climatique au niveau international, parce que il faut militer, oui c'est vrai, mais tout revient vraiment au pouvoir actions concrètes. Exactement, et au pouvoir politique. Parce que si vous n'êtes pas impliqué, si vous n'avez pas des experts sur certaines questions au niveau international, vous ne pouvez pas vraiment vous positionner, vous ne pouvez pas faire bénéficier votre pays de certaines choses et tout. Et donc l'objectif c'est de former les jeunes. Parce que je suis activiste, ça ne suffit pas. Il faut avoir une formation concrète. Lorsque tu prends la parole sur ton sujet, il faut vraiment savoir de quoi tu parles et tout. Et de ne pas se divaguer. Je suis déchet aujourd'hui, je suis peut-être énergie renouvelable demain. Après tout, je suis eau. Exactement. Donc, nous, on va les aider à se spécialiser avec un programme de mentorship et tout. Donc, il y aura 3 jours d'activité. On va faire une fresque du climat, la simulation des négociations climatiques pour qu'ils puissent avoir une idée de comment ça se passe si je vais à l'international, pour mieux en profiter de l'expérience et tout. Et après ça, il y aura 3 mois de formation en ligne où ils vont participer et chaque activiste est appelé à mettre en place un projet au sein de sa communauté pour pouvoir contribuer. Et quand est-ce qu'on célèbre cette fameuse journée On fera ça du 5 au 7 septembre 2024. D'accord. Donc, sur quoi, 3 jours 3 jours d'activité, exact. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Monsieur Tabaraka Bio Bangana, vous êtes activiste climat, initiateur donc de la journée de l'activiste climat. On a parlé de l'urgence climatique et du rôle de la jeunesse face à cette urgence. Un mot pour finir? J'appelle vraiment la jeunesse à s'engager, à innover, à se spécialiser pour pouvoir apporter de l'expertise à son pays, que tu sois béninois ou pas, tu dois pouvoir vraiment travailler à te spécialiser. Aujourd'hui, la question elle est vaste, elle touche tous les domaines, donc on doit pouvoir se spécialiser et pouvoir apporter de l'expertise à la menace. Innover. Merci à vous également, Laurent Roland. C'est moi. Tony Kess, je vous sais également très actif sur la question justement de l'urgence climatique. C'était Matin d'Éden de ce jour. On se retrouve demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.